Le Maroc est le seul autre pays, à part Israël, qui non seulement occupe des parties d'un autre pays, mais nie également à toute cette nation le droit à l'autodétermination, en violation directe des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et du droit international. Il y a un certain nombre de pays qui, moralement, je crois, ont le droit à l'autodétermination, comme le Tibet, la Tchétchénie et la Papouasie occidentale. Je soutiens ces cas sur le plan moral. Cependant, en termes strictement juridiques, le Sahara occidental et la Palestine ont les cas les plus solides. En liant les deux, nous pourrions donner aux Sahraouis l'attention qu'ils méritent, ce qu'ils n'ont pas obtenu. Cela pourrait également renforcer le mouvement pro-palestinien. Un argument majeur contre le mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions BDS et des initiatives similaires est la question de savoir pourquoi Israël est le seul visé. Pourquoi l'unique État juif du monde est ciblé? Mais si nous nous opposons à l'occupation par le Maroc, un pays musulman arabe, cela remettrait en question cet argument. Cela nous aiderait à nous concentrer sur la discussion des droits de l'homme et du droit international, qui est le terrain sur lequel les gens ont la base la plus solide. De cette façon, nous pourrions parler à la fois du Sahara occidental et de la Palestine. Continuons maintenant avec les parallèles entre Israël et la Palestine. Il semble que la situation du Sahara occidental sape toutes les raisons invoquées par les États-Unis pour soutenir Israël dans son conflit avec la Palestine, qui dure depuis les 70 dernières années. Quels autres parallèles avec le Sahara occidental existent-ils? Il me semble qu'il y a des dynamiques très similaires en jeu. Ignorer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, une occupation belligérante étrangère et la colonisation par des colons sont des problèmes graves, et le fait que certains pays puissent se soustraire à ces actions grâce au soutien occidental est préoccupant. Beaucoup de gens, en particulier ceux qui se trouvent hors des États-Unis, attribuent de manière simpliste le soutien américain à Israël aux lobbies sionistes ou à l'influence des Juifs américains. Cependant, le soutien des États-Unis à l'occupation du Sahara occidental par le Maroc, qui va jusqu'à reconnaître formellement l'annexion, une étape non franchie pour la Cisjordanie, souligne que le soutien américain à Israël est davantage lié aux intérêts géopolitiques. Cela est évident lorsque l'on considère le soutien des États-Unis à l'occupation du Timor oriental par l'Indonésie et dans le passé à l'occupation de la Namibie par l'Afrique du Sud. Il est clair que les États-Unis n'ont pas besoin d'un groupe ethnique bien organisé et politiquement actif pour soutenir l'occupation illégale d'un allié. Les États-Unis sont parfaitement capables de le faire par eux-mêmes. Un parallèle particulièrement pertinent est la situation au Timor oriental, que beaucoup considéraient comme une cause désespérée, un triomphe de la realpolitik. L'Indonésie avait pris le contrôle et exterminé un tiers de la population. L'ONU avait laissé tomber la question, et contrairement au Sahara occidental, le Timor oriental n'était reconnu que par 2 ou 3 pays en tant qu'État indépendant. National Geographic a commencé à le présenter comme faisant partie de l'Indonésie, et d'autres cartes du monde ont suivi l'exemple, amenant les gens à presque abandonner l'idée. Comme le Polisario, ils avaient une petite lutte armée, mais ils étaient surclassés en nombre et en armement. Il n'y avait aucun moyen de faire avancer les choses. De plus, la répression politique rendait la lutte non violente très difficile. Cependant, la société civile mondiale s'est mobilisée, en particulier en Australie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada. Ils ont embarrassé ces pays jusqu'à ce qu'ils mettent fin à leur soutien à l'occupation indonésienne. Lorsque l'économie indonésienne s'est effondrée à la fin des années 1990, ces pays ont dit à Jakarta que la question du Timor oriental rendait politiquement impossible toute aide. En conséquence, les Indonésiens ont accepté un référendum qu'ils ont perdu, conduisant à l'indépendance du Timor oriental.
De même, il existe un mouvement mondial pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions concernant la Palestine. La société civile se mobilise de plus en plus. Bien que cela n'ait pas encore changé la situation sur le terrain, cela pourrait être la voie à suivre. Au Sahara occidental, la lutte armée ne progresse pas en raison de la nature de la guerre dans le désert, des nouvelles technologies de contre-insurrection du Maroc et de la réticence de l'Algérie à s'impliquer. Cela signifie qu'il n'y a aucun risque d'escalade en faveur des Sahraouis. La lutte non violente se poursuit. Je suis un grand partisan de la puissance de l'action stratégique non violente et des insurrections civiles, et de la manière dont elles ont résisté avec succès aux occupations et aux régimes dictatoriaux dans le monde entier. Cependant, étant donné que les colons marocains dépassent en nombre la population indigène de manière si significative, la résistance non violente devient moins efficace. Par exemple, si les Sahraouis devaient organiser une grève générale totale, les choses pourraient encore fonctionner. Donc, l'action non violente n'est pas vraiment efficace là-bas. La voie diplomatique est bloquée à cause de la menace des vétos français et américains au Conseil de sécurité. Donc vraiment, la seule chose qui reste est la société civile mondiale. Et encore, c'est ainsi que nous avons vu le Timor oriental devenir indépendant. Les puissances occidentales ont perçu le Timor oriental dans le sens qu'il y a de nombreux conflits complexes dans le monde. Mais quelque chose d'aussi fondamental qu'un peuple colonisé à qui on n'offre pas le droit à l'autodétermination pour qu'un pays puissant envahisse, occupe et opprime des gens en violation de la Charte des Nations Unies, des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et des décisions de la Cour mondiale est fondamental. Si nous ne pouvons pas obtenir quelque chose d'aussi basique que ce droit, comment pouvons-nous résoudre les conflits plus complexes dans le monde? Donc cela revient vraiment à éduquer les gens à ce sujet. Parce qu'une fois que les gens sont éduqués à ce sujet, il est vraiment difficile de soutenir la position marocaine. Tout comme avec le soutien à l'occupation indonésienne. FAO, je pense que les gouvernements occidentaux auraient du mal à l'expliquer à leur peuple s'ils se trouvent effectivement à se poser des questions à ce sujet. Oui, mais c'est le seul espoir que j'ai. Parce que là, sous nos yeux, ces 2 derniers mois, nous assistons à la justification d'un génocide par nos gouvernements en Occident, en Europe et aux États-Unis. Ils plaident en faveur de l'éradication de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes. Et nous voyons comment, dans le conflit israélien, l'idée entière est d'utiliser ce moment pour pousser les Palestiniens de Gaza vers le Sinaï, n'est-ce pas? Oui, exactement. Je veux dire, il n'y a aucun doute que nous parlons de nettoyage ethnique. Nous parlons d'une campagne de bombardement contre la population civile qui répond effectivement à la définition juridique internationale de génocide. Mais en même temps, rappelons-nous que nous avons vu tant les Irakiens que les Turcs fournis par l'OTAN dans des campagnes génocidaires contre les Kurdes il n'y a pas si longtemps. Généralement, il y a ce double standard en ce qui concerne ce que les alliés des pays occidentaux peuvent faire. Je continue de penser au bombardement de la Serbie, étant donné ce que les Serbes faisaient aux Albanais du Kosovo. Cependant, 3 fois plus de Palestiniens ont été déplacés à Gaza que d'Albanais du Kosovo pendant la guerre avec la Serbie. Dans le cas de la Serbie, l'OTAN a bombardé la Serbie. Dans le cas d'Israël, nous les aidons à bombarder les Palestiniens. Mais je pense qu'il y a une différence. En tant que quelqu'un qui est impliqué dans la question palestinienne depuis plus de 40 ans, je n'ai jamais vu la société civile mondiale réagir tout à fait de la manière dont elle l'a fait récemment. Nous avons déjà vu un certain nombre de gouvernements européens, ainsi que le Canada et quelques autres, qui soutenaient initialement Israël, ont maintenant finalement accepté de soutenir un cessez-le-feu. Je ne peux m'empêcher de penser que c'est à cause de l'indignation populaire. Je suis moins sûr des données concernant l'Europe,
Mais je pense que c'est probablement vrai pour l'Europe également, car c'est certainement vrai pour les États-Unis qu'il existe un énorme fossé générationnel en termes d'attitude envers Israël-Palestine. Je pense qu'à l'exception des questions LGBTQ, il n'y a pas de sujet qui illustre mieux la corrélation entre l'âge et l'attitude politique que celle concernant Israël-Palestine. Pour les gens de ma génération, le sionisme était vu comme un mouvement de libération nationale pour un peuple opprimé. La génération actuelle le voit comme une entreprise coloniale de peuplement. Cette génération, influencée par Black Lives Matter et la reconnaissance du racisme institutionnalisé, voit évidemment des parallèles avec ce qu'Israël fait. Sans parler de la prise de conscience croissante des droits des peuples autochtones en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande et ailleurs. Nous assistons réellement à un changement. L'Holocauste est encore plus éloigné d'une génération, donc il y a moins de culpabilité occidentale associée. À bien des niveaux, nous sommes témoins d'un véritable changement de paradigme dans la manière dont le monde voit le conflit. Le problème, bien sûr, c'est que ce ne sont pas les jeunes qui sont aux commandes des gouvernements. Ce sont surtout des gens de ma génération qui sont au pouvoir, et ils adhèrent à l'ancien paradigme qui a tendance à voir Israël comme un bastion de l'Occident et le foyer d'un peuple opprimé qui doit être défendu contre ceux qui tentent de l'annihiler. Bien qu'il y ait un peu d'espoir, parce que la démographie de cette chaîne montre que la grande majorité des téléspectateurs ont plus de 50 ans, avec plus d'un tiers au-delà de 65 ans. Une portion significative de l'ancienne génération voit réellement les conflits pour ce qu'ils sont. Se concentrer sur le Sahara occidental, comme vous le faites, et le comparer à d'autres situations, expose réellement la vraie nature du système international. Donc pour moi, la question n'est pas de savoir si les États-Unis défendent réellement les droits des opprimés. Bien sûr que non. Tout est une question de géopolitique. La vraie question est de savoir si le soulèvement populaire et la désobéissance civile, ainsi que le récit actuel, peuvent réellement changer la donne politique. Pour les Sahraouis, la question est de savoir si la cause palestinienne est à un point de bascule. Si ce n'est pas le cas, la cause sahraoui est essentiellement perdue. Mais vous suggérez que l'exemple du Timor-Leste montre que ce n'est pas nécessairement le cas. Exactement. Je pense que cela pourrait être une ouverture, car un grand nombre de personnes qui n'étaient auparavant pas impliquées commencent maintenant à s'engager dans la lutte palestinienne et les efforts de solidarité. Cela est dû au fait que l'horreur infligée et la responsabilité de leur gouvernement les ont mobilisés. Ce n'est pas seulement une nouvelle génération. Je suis stupéfait par des gens que je connais depuis que je suis enfant, qui n'ont jamais montré d'intérêt particulier pour cette question et qui maintenant affichent des mèmes pro-palestiniens sur leurs profils Facebook et autres. Ainsi, il serait vraiment important d'intégrer le Sahara occidental. Il est intéressant de noter que les Sahraouis, comme d'autres peuples arabes, ont longtemps soutenu la lutte palestinienne, d'autant plus qu'ils voient les parallèles évidents. Cependant, les Palestiniens, pour la plupart, n'ont pas réciproqué. Mis à part quelques intellectuels de gauche, les Palestiniens ont généralement été pro-marocains parce que le gouvernement marocain est un acteur important sur la scène internationale. Le Fatah a été largement pro-marocain. En fait, c'est Yasser Arafat qui a personnellement persuadé Nelson Mandela de retarder la reconnaissance du Sahara occidental lorsque l'Afrique du Sud a atteint la majorité. Son successeur, le président Zuma, l'a finalement reconnu. Le Hamas a même interdit le bureau de solidarité palestino-sahraoui à Gaza et l'a fermé. Ainsi, les islamistes et le courant dominant n'ont pas malheureusement rendu l'appareil. Cependant, les liens entre au moins la gauche arabe et d'autres à travers le monde sont toujours évidents. En fait, je pense qu'une chose que j'espère et une chose que j'ai suggérée à certains de ces groupes de solidarité étudiante qui poussent au désinvestissement des entreprises soutenant l'occupation et les colonies, comme Motorola,
Hewlett-Packard et Caterpillar, c'est qu'en exigeant le désinvestissement de ces entreprises, il devrait également exiger le désinvestissement des entreprises soutenant l'occupation marocaine. En d'autres termes, il devrait cibler les deux pays avec des actions de BDS. La raison en est que le Maroc est le seul autre pays, à part Israël, qui non seulement occupe des parties d'un autre pays, mais nie également à toute cette nation le droit à l'autodétermination, en violation directe des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et du droit international. Il y a un certain nombre de pays qui ont moralement le droit à l'autodétermination, comme le Tibet, la Tchétchénie ou la Papouasie occidentale. Je soutiens moralement ces cas. Mais en termes strictement juridiques, le Sahara occidental et la Palestine ont les cas les plus solides. En liant les deux, cela donnerait non seulement aux Sahraouis l'attention qu'ils méritent, ce qu'ils n'ont pas obtenu, mais je pense aussi que cela renforcerait le mouvement pro-palestinien. L'argument courant contre le BDS est « Pourquoi isolez-vous Israël? Pourquoi ciblez-vous le seul État juif du monde ?» Mais si nous disons « Nous nous opposons aussi à cette occupation » et le Maroc est un pays arabo-musulman, cela désamorcerait cet argument. Cela le remettrait en question. En effet, cela déplacerait notre focus des débats clivants sur la nature du sionisme vers des discussions sur les droits de l'homme et le droit international, qui est vraiment le terrain le plus solide pour discuter à la fois du Sahara occidental et de la Palestine. Parce que le fait est qu'il est assez facile pour les gens de comprendre l'injustice. Vous savez, quand vous voyez des gens bombardés, assassinés, tués et mutilés, et que vous voyez également leur terre être prise, quelque chose en nous bouge. C'est de l'empathie. Il y a quelques principes auxquels nous pouvons revenir. Un autre est l'autodétermination, qui pourrait être une autre manière de résoudre les problèmes. Par exemple, en demandant aux gens du Donbass et de Crimée, de quelle partie voulez-vous faire partie? Et ensuite en tenant une élection réellement reconnue et surveillée internationalement. Mais c'est quelque chose que les grandes puissances n'aiment pas, parce qu'elles savent que cela pourrait se retourner contre elles. Donc je pense, encore une fois, je pense que l'idée d'autodétermination est importante. La tragédie qui se déroule à Gaza est vraiment un moment propice à l'enseignement à plusieurs niveaux. Ce serait le moment idéal pour voir un activisme accru sur le Sahara occidental. Nous avons déjà vu une partie de cela. Par exemple, il y a des pays comme l'Espagne, avec des groupes de solidarité actifs, et en Norvège, il y a un soutien significatif, en particulier parmi les étudiants activistes. En Australie, l'intérêt grandit également, en partie parce que de nombreuses personnes qui étaient impliquées dans la lutte pour le Timor oriental voient les parallèles évidents. Construire un mouvement mondial et, lorsque c'est approprié, s'aligner avec la cause de la Palestine est vraiment la voie à suivre. Stephen Zuns, vous venez de me donner d'excellentes idées pour relier les éléments d'une manière fructueuse afin d'avancer. Je tiens à vous remercier beaucoup pour votre temps. Merci. Thank you.